Et c'est François Massonnet, climatologue à l'UC Louvain, que l'on accueille à présent pour notre déclic science. Bonsoir François. Bonsoir. Alors lors de votre dernière chronique, on s'était quitté avec cette question qui est brûlante d'actualité, évidemment, au vu de l'augmentation de nos factures d'énergie. Va-t-on, oui ou non, avoir froid cet hiver? Et du coup, est-ce qu'on va devoir consommer beaucoup de chauffage? Eh ben, je n'ai pas de réponse affirmative, hélas, à cette question. Et en fait, personne ne peut prétendre l'avoir pour une raison qui est très simple. C'est que on sait depuis les années 60 que ce n'est pas possible de prévoir sur des échéances de quelques semaines à plusieurs mois le déroulé, la séquence, la chronologie exacte des événements météo qui vont survenir. Maintenant, entre ne pas tout savoir et ne rien savoir du tout, il y a toujours un petit espace et c'est là que je voudrais vous emmener aujourd'hui, en suivant deux approches complémentaires que les climatologues et les prévisionnistes affectionnent particulièrement. D'abord, une approche rétrospective qui consiste un peu à regarder dans le passé les données de température et puis une approche un peu plus prospective, dynamique, dans laquelle on va essayer d'estimer le risque de vagues de froid étant donné la conjoncture climatique Mhm. actuelle. Bon, allons-y, jetons un œil d'abord dans le rétroviseur climatique. Que nous disent les données du passé qui sont à notre disposition? Eh ben, j'ai fait l'exercice. Je suis allé rechercher les données de température à Bruxelles pour constater quelque chose qui devrait peut-être pas tellement nous étonner, hein, le nombre de jours de grand froid. Je parle ici, vous savez, des jours où même la température au milieu de journée reste malgré tout en dessous de 0 degré. Ben, le nombre de jours de grand froid n'a fait que diminuer dans le temps. On en avait de l'ordre de 15 en moyenne au début des années 60. Je ne sais pas si certains d'entre nous se rappellent de l'hiver 62-63 qui était très, très rigoureux. Ouais, Vous êtes né après ça, vous, hein. ok, merci. Alors qu'on tourne aujourd'hui plutôt autour de 5 jours de grand froid par hiver. Donc c'est 3 fois moins. Et cette diminution du nombre de jours de grand froid, elle s'explique plus que probablement par le contexte qu'on connaît très bien de changement climatique global. Je rappelle quand même qu'à Bruxelles et en Belgique, on a gagné environ 2 degrés en moyenne annuelle depuis le début du XXe siècle. Seriez-vous en train de nous dire que le réchauffement climatique a quand même du bon? Oui, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, si on y regarde d'un tout petit peu plus près, on va quand même observer une forte variabilité interannuelle avec des hivers comme 2012-2013 où on a eu plus de 10 jours de froid. Et puis l'hiver suivant, 2013-2014, où là, on n'en a eu aucun. Et donc, ce sont des écarts qui sont évidemment assez intéressants. Il y a des gros contrastes qu'on cherche à expliquer. Et c'est là que la physique et la dynamique de l'atmosphère peuvent nous apporter des réponses. Vous devez savoir que le temps qui fait en Europe en hiver est contrôlé au premier ordre par la circulation atmosphérique de grande échelle. Et en particulier par les humeurs, les vagabondages de ce qu'on appelle le courant jet polaire, le jet stream, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit en fait d'un système de vent, d'altitude extrêmement puissant qui se comporte un petit peu comme un grand ruban qui enserre la Terre à nos latitudes. Et ce ruban, il peut présenter, pour caricaturer, deux grands types de comportements. Soit il est extrêmement stable, extrêmement tendu, les vents d'ouest sont puissants, et alors la Belgique est arrosée de masses d'air humides et douces en hiver, hein, ce qui nous donne des températures assez clémentes. Ou alors le courant de jet devient plus instable, le ruban se détend en quelque sorte, ça commence à sinuer, ça effectue des méandres, parfois même il fait du surplace où il se bloque complètement. Et alors ça favorise des échanges de masse d'air plutôt entre le nord et le sud, et c'est de cette manière-là qu'on a observé récemment des intrusions d'air tropical jusqu'en Arctique et simultanément des descentes d'air polaire jusque chez nous. C'est d'ailleurs arrivé que des températures au pôle Nord soient enregistrées plus élevées que les températures à Bruxelles au même moment. Ouais, c'est toujours très surprenant, évidemment. On va donc suivre alors les vagabondages de ce courant jet. Est-ce qu'on peut déjà savoir aujourd'hui, François, dans quel état il va se trouver, ce fameux courant jet qui, si j'ai bien compris, va quand même décider pas mal de choses pour cet hiver? Une nouvelle fois, donc on ne sait pas prédire l'état précis de la circulation atmosphérique pour chacun des jours, des 5 mois qui vont venir, hein. Mais on peut quand même s'intéresser aux composantes climatiques qu'on appelle lentes, qui renferment en fait des sources de prévisibilité pour l'atmosphère. Je parle ici des océans, des sols, de la banquise. Et en l'occurrence, cette année, les nouvelles sont plutôt bonnes pour nous. Donc la surface de banquise arctique est restée relativement stable par rapport aux années précédentes, ce qui a pour effet de relativement peu déstabiliser ce fameux courant de jet. Les températures de surface de l'océan Atlantique sont anormalement élevées, ce qui va contribuer à élever la température des masses d'air qui pourraient nous parvenir.
L'océan Pacifique, lui, il est plus froid que la normale. C'est ce qu'on appelle le phénomène La Niña, dont on entend parfois parler. Ça a tendance à justement couper les téléconnexions possibles entre l'Arctique et l'Europe. Et alors le fameux vortex polaire, dont on entend aussi parfois parler, qui est encore un autre système de vent qui tourne beaucoup plus haut en altitude, dans la stratosphère, il semble actuellement assez fort et assez stable, ce qui nous apporte aussi un temps relativement doux et humide. Donc on peut rajouter à ça que le service européen Copernicus, qui rassemble les prévisions saisonnières effectuées à l'aide de modèles numériques, a donné plus de chance à un hiver plus chaud que la moyenne plutôt qu'à un hiver plus froid que la moyenne. Et donc, avec tous ces éléments sur la table, on n'est jamais qu'en octobre, on a encore un peu de temps devant nous, mais avec tous ces éléments, et pour pas vous laisser l'impression aussi que j'ai pas envie de me mouiller, j'ai quand même décidé de vous faire une petite prévision. Et sur base de ces éléments, donc, j'estime qu'il y a 70% de chances qu'on aura un hiver avec 7 jours ou moins de grand froid d'ici le printemps. Alors, on aura le plaisir de vérifier si cette prévision était correcte. François Massonnet, monsieur météo de Déclic. Quand le soleil reviendra au printemps. 7 jours donc, 7 jours au moins de grand de froid. Bon, ok, on retient le chiffre et on verra. Les conditions sont plutôt favorables. On verra à la fin de l'hiver, puisque vous venez nous voir régulièrement dans le studio. Et si vous pouviez choisir l'hiver à venir, ce serait quoi ? Alors, mon hiver de rêve, ce serait un hiver, je pense, doux, venteux et pluvieux en semaine, de façon à ce qu'on ait une certaine production éolienne, qu'on puisse recharger aussi nos nappes phréatiques qui en ont bien besoin. Mais le week-end, je préférerais avoir un temps plutôt ensoleillé et un peu plus froid pour des belles balades en forêt, par exemple. Sans blague. Merci François pour cette chronique et pour ces prévisions. Bon, on retiendra évidemment cette prévision qui, dans les circonstances actuelles, fait plutôt